Bonjour Stephen Smith, professeur d'études africaines à l'université Duke aux États-Unis, auteur notamment de La ruée vers l'Europe, un livre qui a fait sensation. On va parler de cette visite d'Emmanuel Macron en Afrique. Vous avez publié un article intitulé « La France en Afrique, pourquoi tant de haine ?» dans le Figaro. Pourquoi finalement la France aujourd'hui est rejetée en Afrique ? C'est une excellente question et j'ai un peu l'impression qu'on cherche trop facilement des réponses, c'est-à-dire on estime que peut-être la France est arrogante et toujours en position de domination. Moi, j'étais un peu surpris. Il y a cette montée de sentiments anti-français depuis assez longtemps et c'est un nouveau sentiment. C'était pas un sentiment qui est issu de la colonisation ou de la France-Afrique. C'est assez récent et je me suis posé la question pourquoi tant de ressentiments à un moment où la France est finalement plus en position de domination. Même Bolloré s'est retiré. Donc il reste des enseignes, il reste Auchan, il reste Orange. Oui. Mais derrière les enseignes, il y a aujourd'hui des concurrents. Il y a les Américains, il y a les Allemands, les Japonais, il y a les Chinois, bien sûr, maintenant aussi les Russes. Et donc, finalement, la France se fait accrocher au moment où elle est faible. C'est assez intéressant puisque c'est un peu l'image miroir d'une situation où elle était forte et tout le monde lui donnait du patron. Le moindre volontaire du progrès, il se faisait traiter de patron dans les rues des capitales africaines. Et aujourd'hui, on dit « France dégage partout ». Donc je pense que c'est finalement parce qu'elle est faible qu'elle est accrochée et parce que les Africains sont aperçus du fait que la France a peut-être épuisé la bienvenue jusqu'à la dernière goutte. C'est un peu comme si l'invité demandait encore une tisane alors que vous voudriez qu'il parte. Oui. Oui, mais alors on voyait tout à l'heure une photo avec Tshisekedi en RDC, l'échange un peu musclé entre Emmanuel Macron et le président, c'était finalement quelque chose de symbolique. Finalement, Emmanuel Macron d'ailleurs dit au président, vous avez échoué. Et il a raison. Et je pense qu'un échange un peu robuste, un peu conflictuel, c'est pas si mauvais. Dans le temps, on avait toujours l'accueil authentiquement africain. Il y avait pas un bout à glisser entre les présidents français et les présidents africains. Comme ils défendent des électorats et des citoyens différents, c'est un peu normal qu'ils aient aussi des conflits. Et donc, ça se voit, finalement, c'est pas plus mal que ça. Je ne trouve aucun mal. Et finalement, le reproche que l'Est de la République démocratique du Congo ne soit pas défendu, c'est un constat de fait. Et l'image d'Emmanuel Macron avec une bière à la main, avec un chanteur à la mode, Fally Ipupa, dans une boîte de nuit, c'est destiné à quoi ? Oh, c'est de la communication. J'aurais préféré qu'ils disent, avant de partir s'amuser, que le Rwanda envahit et exploite l'Est du Congo. Mais après, c'est sur un continent où la moitié de la population a moins de 20 ans que le président français essaye de communiquer, qu'il est en phase avec cette Afrique, qu'il est à l'aise. Bon, il fait son métier. Il veut finalement reconquérir les cœurs, et notamment de la jeunesse, sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est un tout petit peu peine perdue. Vous voyez, il y a des situations aujourd'hui pour la Chine où tout vous réussit parce que vous êtes en position gagnante en quelque sorte. Et la France était en position gagnante il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pense qu'elle est à contre-temps avec l'Afrique et si hier elle s'est un peu poussée du col, elle ferait peut-être mieux aujourd'hui de se faire un peu plus petit. Ce que le président Macron a d'ailleurs dit à l'armée française qui doit désormais raser les murs pour ne pas se faire voir. Mais je pense que de manière générale, il y a une situation historique qui est convenable pour vous, qui est avantageuse pour vous. Il y a des situations qui le sont moins. La France est restée avec l'Afrique depuis les indépendances. Elle est donc comptable du bilan des indépendances. Ce bilan n'est globalement pas très positif. Les Africains le lui reprochent. À tort ou à raison, il y a peut-être une assez grande part de boucs émissaires, mais c'est la situation aujourd'hui et je pense qu'il faut s'adapter à cette situation. La France, en tant que France entité politique, elle est détestée. Je n'ai pas constaté une hostilité envers les Français qui se trouvent en Afrique. Donc, on peut peut-être continuer à être en Afrique en tant que Français, mais la France officielle est plutôt mal vue parce qu'elle a coopéré par une forme de substitution. Et aujourd'hui, elle continue toujours à vouloir rester. On prolonge maintenant les bases en académie militaire. On ne voit absolument pas à quoi ça sert. Et il y a une co-gestion qui donne aux Africains le sentiment que la France s'accroche alors qu'elle n'a plus un rôle à jouer. Oui. Alors, il y a évidemment le départ des troupes françaises. Après le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso maintenant. Ça veut dire qu'au fond, la France a échoué
Hein, au fond, tout ça pourquoi? Là, je pense qu'il faut, dans le droit fil de ce que je viens de dire, si vous êtes dans une situation qui vous est défavorable, c'est facile pour tous les critiques de vous tomber sur le rable et de trouver, vous faites, c'est mauvais, vous ne faites pas, c'est mauvais aussi. Le bilan des indépendances en Afrique, la France en est responsable, co-responsable, mais c'est quand même une entreprise franco-africaine. Et donc, les Africains qui hier traitaient les Français, même les petits Français, les petits blancs de patrons, peut-être aujourd'hui, leur rébellion contre la France dominatrice est un tout petit peu théâtrale et surjouée, puisque la France, en réalité, n'est plus en position de force. Et la taper, pour le dire un peu en termes populaires, c'est peut-être aussi, il y a une part d'injustice dans ça. Oui, dans cet article voilà, que je montre, hein, dans le Figaro, La France en Afrique, pourquoi tant de haine, vous dites au fond, pour parler de ces islamistes que la France était partie combattre, vous dites au fond, c'était plus des rebelles contre des pouvoirs qui s'accrochent, plus que des combattants religieux. C'est ça que vous dites? C'est-à-dire, vu de loin, n'importe quel insurgé dans le Sahel apparaît comme un djihadiste, comme si on était revenu en 2001 et on était au World Trade Center. Mais quand vous regardez de plus proche, vous voyez que dans une région où l'islam est la toile de fond culturelle, l'opposant, c'est quelqu'un qui est finalement un combattant pour une forme de populisme théocratique. Et c'est tout autre chose, c'est-à-dire c'est un rebelle, c'est un opposant. Nous avons eu notre démocratie chrétienne, pourquoi n'y aurait-il pas aussi une opposition islamique, voire islamiste et parfois djihadiste? Les deux se mélangent. Mais la France n'a vu qu'une chose, elle voulait combattre ses ennemis, donc elle aurait pu les combattre pendant une année et se retirer. Ensuite, elle s'est mise à rêver qu'elle pourrait peut-être réformer les États, refaire la charpente institutionnelle. Là, elle est partie, comme les Américains, en Irak ou en Afghanistan, dans une œuvre qui finalement ne pouvait pas réussir et l'échec lui a été imputé. Ce que vous dites aussi, Stephen Smith, c'est qu'au fond, je veux dire, ce rejet de la France aujourd'hui n'est pas dû à la propagande russe, par exemple. Vous dites qu'au fond, la France surestime son adversaire. Ce n'est pas exclusif. Vous pouvez avoir une propagande qui vous est défavorable. Vous pouvez avoir sur WhatsApp des groupes qui se passent les pires fantasmes. Mais c'est finalement pas la raison de fond. La raison de fond, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la France-Afrique, cette aventure post-coloniale franco-africaine. Et je dis franco-africaine, c'est-à-dire il y avait deux partenaires dans ça. Et aujourd'hui, chacun veut se passer le mistigris, puisque ça ne s'est pas si bien passé. Les Africains ont l'impression que d'autres Africains, par exemple dans les anciennes colonies portugaises ou anglaises, ont eu la possibilité de faire leurs propres erreurs et d'en tirer les conséquences. Et eux, ils étaient toujours tenus en lisière par la France. Et donc, on s'en prend à cette France, mauvais compagnon de route d'indépendance. Et on veut la vraie indépendance. Là où ça devient vraiment problématique, c'est que lorsque vous remplacez l'armée professionnelle française, qui a peut-être ses torts, mais vous la remplacez par les mercenaires du Kremlin, par des gens qui ont été recrutés dans les prisons russes. Et je ne pense pas, sincèrement, du point de vue de la personne, du citoyen lambda au Mali, aujourd'hui, la situation n'est pas meilleure. Aujourd'hui, Wagner part dans les villages qui ont une réputation d'avoir collaboré avec les islamistes et ont fait des massacres. C'est documenté. Donc, au nom de l'indépendance, et pour employer un grand mot, au nom de la dignité, on n'a pas vraiment progressé si on a remplacé l'armée française par Wagner. Mais est-ce qu'il faut sous-traiter sa souveraineté nationale et la défense de son territoire à d'autres, c'est la question de fond et je pense que la réponse devrait être non. Oui, mais ça veut dire, et vous le dites aussi, que le groupe Wagner ne peut pas devenir demain le gendarme de l'Afrique. Non, et d'ailleurs, il n'en a pas les moyens. Vous voyez très bien que Wagner se bat en Ukraine, ils sont 50 000, ils ont fort à faire ailleurs, ils ne vont pas remplacer dans différents pays africains le rôle d'une armée réellement constituée. C'est un groupe de mercenaires. C'est du Bob Denard revu à la sauce du Kremlin et multiplié par 10. Ce n'est pas plus que ça. Et c'est triste qu'en 2023, un pays africain sous-traite la défense de son territoire ou la lutte contre des rébellions à un groupe comme Wagner. Oui, mais vous dites, au fond, aujourd'hui, les Africains, ce n'est pas qu'ils rejettent la France, c'est qu'ils ne la reconnaissent plus.
C'est un peu ça que vous dites. Ils la reconnaissent plus ou ils la connaissent trop. Et ils l'ont trop vu. Ils ont l'impression que la France s'est incrustée au-delà de ce qui leur fait du bien. Ils veulent la rejeter. C'est aussi une facilité, malheureusement, du côté africain, parce qu'on se prend au maillon le plus faible et on donne un peu à la France le coup du pied de l'âne dans une situation qui est déjà globalement défavorable à la France et où la France, économiquement, ne compte plus du tout comme elle comptait dans le temps. Oui. Et puis en France, vous dites au fond, il y a la droite et la gauche. Donc la gauche dit plutôt un discours victimaire, post-colonial, et puis la droite qui met en cause plutôt la façon dont on dirige ou les dirigeants africains conduisent leur pays. Oui, là on peut entrer dans le grain des choses. Il y a évidemment jamais la France, il y a différentes Frances et différentes tonalités. En Afrique aussi, il y a différentes tonalités. Je ne suis pas sûr que les manifestants dans les rues de Bamako représentent réellement ce que la population malienne à tout moment pense. Il y a différentes opinions et donc il y a toujours ceux qu'on voit qui occupent le devant de la scène qui donnent un peu la tonalité. Donc la tonalité aujourd'hui est anti-française. Est-ce que c'est réellement ce qu'on pense dans tous les quartiers et dans tous les villages au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso? C'est une autre question. Mais globalement, on voit bien que la situation est défavorable à la France et qu'elle n'en tire pas les conséquences parce qu'elle s'accroche et elle a l'impression qu'elle a quelque chose à donner, que l'Afrique ne lui demande plus. Normalement, si vous n'êtes plus demandé, le plus simple, c'est quand même de s'en aller. Oui, au fond, vous dites la France vraiment est en train de perdre l'Afrique. Elle perd l'Afrique doublement parce qu'elle l'a déjà perdue en réalité et on la traite mal parce qu'elle l'a déjà perdue. Et maintenant, comme elle s'accroche à ce village Potemkin, qui est le village franco-africain, elle n'arrive même pas à rester là comme ce serait tout à fait normal que des entrepreneurs français restent là, que des Français restent là à titre personnel, comme entrepreneurs ou dans d'autres fonctions. Et derrière, il n'y a plus l'ombre de cette France officielle qui fait de ça plus qu'une présence humaine, qui fait de ça une politique. Et cette politique ne peut plus être une politique de substitution et de présence. Oui, mais il y a aussi un ressenti à l'égard de la France, les vexations, politique consulaire, politique en matière d'immigration. Oui. Tout ça entre en jeu aussi dans le rejet de la France. Certes, et les consulats, ce qui se passe, les humiliations, mais pour chaque humiliation, pour chaque ressentiment, vous avez aussi un sentiment. Beaucoup d'Africains ont des parents qui vivent en France. Il y a beaucoup de positifs aussi dans cette relation. Seulement, ce n'est plus le devant de la scène, ce n'est pas ça qu'on voit. Très souvent, quand je voyage en Afrique, je m'exprime en français, on me prend pour un Français, on me traite pas mal. Et donc, il ne faut pas non plus être manichéen. Ce n'est pas comme si, soudain, du jour au lendemain, les Africains en Afrique francophone se réveillent et se trouvent tous hostiles à la France. Ce n'est pas le cas. C'est la France, je la mettrais presque entre guillemets, la France officielle qui est conspuée. C'est pas les Français qui sont détestés. Oui, mais est-ce que ça sert à quelque chose qu'Emmanuel Macron, encore une fois, aille en Afrique pour dire la France-Afrique, c'est fini? Non. Ça fait 10 fois qu'on l'entend. Si c'est fini, on n'a plus besoin de le dire. Si ce n'est pas fini, il ment. Donc, c'est très maladroit, mais je n'ai pas l'impression, je ne suis pas sûr comment ça se passe, le président Macron en France, mais le président Macron en Afrique, je ne suis pas absolument sûr qu'il sente vraiment le continent, puisqu'il met toujours en avant soit des gens de la diaspora ou des Africains qui doivent maintenant porter la parole de la France. La France n'est plus là à visage découvert. Et ça, si je me mets à la place des Africains, ça augmente encore la suspicion, ça met mal à l'aise. Même les centres culturels français aujourd'hui ne sont plus des centres où se produisent des spectacles français. On le prête aux Africains comme si on s'excusait d'être encore là. Donc si vous ne savez même pas où vous habitez, c'est difficile de cohabiter avec les Africains. Oui, vous faites dire à des Africains, au fond, à quoi ça servit de parler français, puisque aujourd'hui on doit parler anglais. Mais vous allez à un sommet au Gabon dont l'intitulé est en anglais, donc One Planet Summit. Donc très bien, si vous pensez que vous pouvez faire mieux que les Anglais ou les Américains, il suffit de le dire. Et je pense que plus largement, la difficulté pour la France de se faire une idée d'elle-même et de son rôle et de ses intérêts en Afrique sont la principale cause de ce sentiment de malaise
à son égard en Afrique. Si la France savait ce qu'elle veut en Afrique et le disait clairement, je pense qu'elle serait beaucoup mieux accueillie en Afrique comme d'autres, comme les Chinois ou les Américains qui viennent et disent voilà, je suis là pour telle ou telle raison, qu'est-ce qu'on peut maintenant faire compte tenu de vos propres intérêts. La France vient toujours comme si elle voulait se substituer aux Africains et connaître mieux leurs intérêts qu'eux-mêmes. C'est une attitude coloniale, comme me pardonne de le dire, savoir mieux comment vivre, comment doit vivre l'autre en face, c'est une attitude coloniale. Oui, est-ce que Emmanuel Macron a eu raison de rencontrer, par exemple, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, possible futur président de RDC, en cachette? Non, pas. Oui. Je pense que c'est lorsque les présidents français voyageaient en Afrique et ne voyaient que les présidents en exercice, on leur disait mais vous n'avez jamais une minute pour un opposant. Maintenant, ils voient des opposants, on leur reproche de voir les opposants. Si un président français vient en Pologne et il veut voir un leader d'opposition ou quelqu'un qui peut peut-être un jour devenir président, on ne lui reprocherait pas. L'Afrique est une partie du monde comme n'importe quelle autre partie. Si en tant que président en visite, j'ai envie de voir quelqu'un de la société civile ou un opposant, libre à moi de le faire. Oui, voici Denis Mukwege, un prix Nobel de la paix en RDC, l'homme qui réparait les femmes. Le lien affectif avec l'Afrique, il y est aussi, vous le disiez, avec l'immigration. On se souvient évidemment de votre livre « La ruée vers l'Europe ». Ce lien-là, il est indéfectible. La présence de cette diaspora, la présence de l'immigration qui va continuer. Oui, bien sûr. 1,4 milliard d'Africains. Mais certainement, il y a des liens qui sont durables, disons durables, indéfectibles. L'histoire, on ne sait jamais. Mais vous voyez, les pays au sud du Sahara qui parlent français auront toujours une place particulière pour la France. Il y a des choses qui sont plus durables qu'autre chose. Mais il y a eu une politique indépendance qui était particulière, qui est finie. On l'a crié sur tous les toits. Les présidents français se succèdent à l'Élysée et chacun le dit sur une autre tonalité. Mais si c'est fini, on doit passer à autre chose. Il vaut mieux nous parler de cette autre chose à laquelle on veut passer au lieu de nous dire tout le temps que le passé est fini. On l'a compris, on attend l'avenir. Et je pense que les Africains, eux aussi, moi ce n'est pas à m'exprimer à leur propos, mais nous attendons tous la nouvelle politique africaine de la France. On n'attend pas le troisième requiem de la France-Afrique. Oui, mais ça va continuer, la France va continuer de faire rêver les Africains qui vont vouloir toujours venir immigrer. Je constate, puisque souvent je voyage et je vois que les playlists des enfants de mes amis sont les playlists américains. Donc le soft power américain, et notamment de l'Amérique noire, a beaucoup gagné en Afrique francophone. Est-ce que c'est mauvais? Mais la France a certainement des choses attractives à partager avec l'Afrique. Mais c'est aux Africains de choisir. Ils sont là, ils sont libres, ils peuvent choisir. Le monde est leur magasin, en quelque sorte, comme pour nous tous. Et ils choisissent, et ils vont choisir quelque chose qu'ils trouvent attrayant dans la culture française. Ils vont choisir ailleurs, Bollywood, ou ils vont choisir aux États-Unis. Libre à eux. On ne peut pas s'imposer. On ne peut pas dire « tu dois avoir un affect, tu dois m'aimer ». C'est un discours insoutenable et ça n'a rien de politique. Il faut avoir une relation politique et le reste, c'est du personnel. Merci Stéphane Smith. Voilà, vous voyez le livre « La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent » qui avait été publié chez Grasset. Livre qui a eu une forte répercussion. La France a-t-elle perdu l'Afrique? Merci Stéphane Smith d'avoir été aujourd'hui notre invité.